Très chers amateurs de thé francophone, bonjour. Je suis Stéphane Erler, votre instructeur de thé aujourd'hui. Je suis à Taïwan et je suis le fondateur du blog Tea Masters que j'ai fondé donc en 2004 et je m'occupe également de la boutique tea-masters.com où vous trouvez toute ma sélection de thé et d'accessoires que je trouve et sélectionne donc à Taïwan. Et il y a par exemple ce thé dont on va parler aujourd'hui. Quel est ce thé? Eh bien c'est le Daoling 104K. Que j'ai rajouté ce mois-ci, enfin même cette semaine, avec un autre Daoling 96K. Le 104K a été récolté le 5 octobre et le 96K le 10 octobre. Alors maintenant, Daoling 96K, 104K. D'ailleurs, on va commencer par répondre à la question. C'est quoi ces K? 104, 96, ça correspond à quoi? Pourquoi est-ce qu'on met ce chiffre-là? D'habitude, pour la plupart des thés de haute montagne, on n'est pas aussi précis. On dira un thé de Alishan, un thé de Shalinchi. Éventuellement pour Alishan, des sources et boutiques comme moi, un peu plus précises, vont vous dire oh, celui-là il vient de Jiangshuru ou bien de Juefeng, avec donc le village duquel il provient. Bien pour Shalinchi, on va dire oh, il vient de telle ou telle section, la section de Yankeng, un peu plus basse, ou bien la section Longfengxia qui est la plus haute, et puis donc un peu ce genre de détails. Pour Shalinchi, pour Daoling, en fait, la manière de détailler d'où le thé vient, ça va être de donner le numéro de kilomètre de la route numéro 8 qui est la seule qui est dans cette région et qui va longer les différentes plantations. Donc on part de cette route numéro 8, en fait elle part déjà de Taichung, elle passe à travers les montagnes du centre de Taïwan. C'est vraiment très beau mais également très dangereux comme route. Déjà rien que pour la construire, c'est fait assez dangereux. Et donc par exemple la route numéro 8, quand on sort de Lishan, on est au kilomètre 84. Ça veut dire qu'il faut encore conduire 20 km de Lishan jusqu'à ce qu'on arrive au kilomètre 104 de cette plantation de Daoling numéro 104. Et ça veut dire aussi qu'il suffit de conduire donc 12 km pour arriver au kilomètre 96. Donc ça va nous donner une indication assez précise au kilomètre près d'où se situe la plantation de Daoling le long de cette route-là. Donc on est beaucoup plus précis que simplement un nom de village ou bien un nom de section. Et la raison pour être si précis, c'est que quand on monte sur cette route, plus on monte, plus on va loin dans les kilomètres, plus l'élévation va être haute, et donc plus le climat va être de plus en plus frais la nuit, et on est également de plus en plus loin de Lishan, donc la topographie va être un peu différente, le climat va être un peu différent et donc de plus en plus fin parce qu'on est de plus en plus haut. Et dans les différentes années, déjà maintenant depuis longtemps que je déguste des Daoling différents de différents kilomètres, je remarque quand même que dans 95% des cas, plus c'est haut, plus ça va être cher, mais également plus ça va être fin. Donc il y a vraiment une grande consistance entre la hauteur de la plantation et la qualité du goût du Daoling. Vraiment, plus le chiffre de kilomètres va être élevé, mieux va être la qualité du thé, et c'est pour ça aussi que plus ça va être cher également. Donc on voit ça, vous voyez ça déjà à ces deux thés que j'ai sélectionnés cet hiver. Le 96K est moins cher que
que le 104K, qui est probablement qui est probablement l'un des plus chers, quoi. Alors, tiens, alors, si vous me suivez sur Facebook Live, restez avec moi parce que après le cours, vous pourrez me poser vos questions live. Et si vous êtes sur YouTube, ben, mettez-moi un petit pouce bleu si vous voulez me soutenir et aider à diffuser cette vidéo pour permettre à plus de monde de bien connaître le terroir de Daoling. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir sur Daoling? En fait, j'ai eu le privilège, le jour de mes 40 ans, de découvrir ce terroir pour la première fois. Et vraiment, j'avais conduit de pas trop loin de Rohuanshan, un hôtel, en fait, Qingjing, passé par Rohuanshan jusqu'à Daoling. Donc, je suis arrivé vers 7 heures du matin et il y avait un ciel bleu, mais d'un bleu le plus intense, le plus formidable possible, sans aucun nuage le matin. On était en été. Et donc ça c'est un souvenir très très fort qui me restera toujours en tête. Et quelques années après, j'y suis retourné dans la même plantation et ce que j'ai découvert là, c'est qu'elle avait été détruite, qu'on avait enlevé tous les arbres de thé et qu'on y avait planté à la place d'autres arbres pour protéger ce terrain de l'érosion parce que les conservateurs trouvaient que les arbres à thé n'ont pas des racines assez profondes et donc dans ce parc naturel qui est là-bas, ils voulaient donc avoir des flancs de montagne mieux assurés, donc ils ont planté d'autres choses. Donc ça, j'ai écrit un article sur mon blog le 28 mai 2015 déjà, il y a 6 ans, et c'est un article, c'était le premier article en anglais, je crois, qui a parlé de cette destruction de certaines plantations de Daoling, et où j'ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai même pris des photos, donc j'ai pu poster pour montrer qu'effectivement des plantations entières avaient disparu pour les raisons indiquées, parce que ce n'était pas des endroits, des terrains privés, mais c'était des terrains publics de ce parc national. Alors, du coup, il peut y avoir une controverse. Tiens, ce T184, 104K, comment se fait-il qu'il existe? En théorie, ces plantations-là, elles ont été arrachées. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont fait pour la préserver, cette plantation. Peut-être des meilleures connexions, mais le fait que c'est une plantation vraiment très petite, qui ne produit que 60 kg par saison, printemps et hiver. Donc ça nous fait 120 kg par an. C'est vraiment une plantation très très petite. Peut-être que les gens qui s'occupent de ce parc naturel n'ont pas jugé ça nécessaire, ou bien ils ont reçu des dessous de table plus importants. Je ne sais pas. J'ai pas trop envie de savoir non plus. Ce que je sais, c'est que avec cette élévation plus élevée, c'est actuellement le meilleur thé que j'arrive à trouver à Taïwan. C'est également la plantation la plus haute que j'arrive à voir. Donc elle va jusqu'à 2580 mètres. Alors qu'autrefois on avait une plantation pas loin à Daoling qui faisait 2650 mètres. Donc on a un petit peu perdu en élévation. Mais donc ce n'est pas la même, hein, ce n'est pas celle qui a été arrachée, vu qu'elle a été arrachée. Ça c'est une autre plantation, mais qui existe encore. Et maintenant, comment est-ce qu'on va boire ce thé? On va d'abord le sentir. Ah, merveilleux, c'est des odeurs de lavande, de fleurs, à la fois intenses et très 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 fin. Alors ce qu'on va faire, moi je vais utiliser ma théière en argent, très pure. Alors je commence à la préchauffer tout de suite.
Alors pourquoi de l'argent? Parce que c'est déjà un matériau qui conduit le mieux la chaleur. Et en fait, c'est un matériau très pur également, qu'on utilise déjà pour faire le thé au temps des Tang, la dynastie Tang, du 7e au 10e siècle. Par exemple, ceci. C'est quoi ça? On remarque une meule, hein, ce truc rond avec une barre. Donc là, c'est une meule pour transformer le thé vert qui était compressé en poudre. Avec ça, on le casse et on le transforme en poudre avant de le mettre dans de l'eau bouillante. Mais donc, les empereurs de la dynastie Tang, ils avaient ce service à thé. Il n'y avait pas que la meule qui était en argent, d'autres instruments également. Et ce qui était intéressant aussi sur cette meule, il y a une décoration, on voit Pégase, on voit 2 Pégases, des chevaux ailés, qui sont dessinés là, ce qui montre déjà l'influence occidentale à l'époque de l'Europe sur la Chine, donc avec cette histoire de Pégase qui s'était transmise jusqu'en Chine, et également l'idée que les thés verts, ces arômes très légers, très fins, ce sont des arômes qui vont vous faire voler en fait, hein, qui vous donnent une impression de légèreté et de vous envoler. Et c'est vraiment l'impression que j'ai avec le Daoling. Et pour garder au maximum cette pureté et au maximum cette sensation de légèreté, je prends donc ma théière en argent. Ça va aussi être celle qui va le plus me donner des arômes et des senteurs légères. Oh, par contre, c'est hyper chaud. Je prends un petit bout de tissu pour ouvrir. Alors comme c'est on n'est pas dans du thé vert, ça c'est un oolong, mais très légèrement oxydé. Alors le degré d'oxydation, il faut savoir, on l'adapte toujours à la qualité des feuilles. Plus les feuilles sont matures et un petit peu vieilles, un petit peu lourdes, plus on va oxyder le thé. Et donc là, le fait que ça soit des feuilles qui ont grandi en haute altitude avec des températures élevées en journée qui ont bien permis aux feuilles de grandir, mais ensuite très très froides la nuit pour garder leur fraîcheur, ce sont des feuilles vraiment qui permettent une oxydation la plus minimale possible, encore plus basse que n'importe quel autre oolong d'altitude inférieure. Et là, donc c'est un petit peu comme pour un steak, hein, c'est la meilleure pièce, le filet, c'est celle qu'on va le moins cuire, hein, qu'on peut manger pratiquement le plus cru possible. Pareil pour le poisson, plus il est frais, le poisson de mer, plus on peut le déguster cru. C'est ce que savent bien les Japonais. Ben, un petit peu pareil pour ces feuilles de haute montagne. Donc, vous aurez également remarqué que je n'ai pas pris tellement de feuilles. L'idée, c'est de faire d'obtenir une infusion quand même, qui reste légère, pas trop concentrée, parce que les feuilles déjà en elles-mêmes sont déjà assez concentrées, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, comme c'est un thé très
de très haute qualité. Et en compétition, en mode compétition 3 grammes 6 minutes, il ne montre pratiquement aucun signe d'amertume. Donc on peut vraiment l'infuser très longtemps. Bon, avec l'argent en plus, la température est encore plus haute. Pour extraire encore plus d'arômes qui sont vraiment excellents dans ce thé. Donc là, je vais attendre un petit peu. Je regarde si vous voulez encore dire quelque chose. Et pareil pour goûter sa finesse, et comme c'est un thé très léger, je prends mes coupes céladon chantantes qui sont très fines et dont la couleur céladon va permettre de souligner la fraîcheur de l'infusion. Voilà, non, je verse. Il faut vraiment garder une couleur jade, une couleur fraîche, vert clair. Il ne faut pas non plus trop pousser l'infusion pour qu'elle devienne jaune. Ça serait un petit peu aller trop loin. Alors maintenant c'est vraiment très chaud. Alors, je regarde. Avant de pouvoir goûter le thé qui est très chaud, je vois que mes feuilles n'occupent pratiquement que la moitié de ma théière, ce qui suffit. Et puis, les odeurs qui se dégagent sont vraiment excellentes. Donc j'ai fait le calcul l'autre jour sur mon blog que vu qu'il n'y a que 60 kg de ce thé qui est produit par saison, en printemps et en hiver, cela fait que en tout il n'y a que 800 paquets de 75 grammes qui sont à la vente pour chaque saison, et donc 1200 par an, dans 1600 par an, et ce qui fait bien moins que même le domaine Romanée Conti, qui est le meilleur Bourgogne, dont on produit 4500 bouteilles par an. Donc pratiquement il y en a seulement un tiers d'Aeling 104K par rapport au domaine Romanée Conti. Excellent. Donc là on est vraiment dans ce qui se fait de plus fin, de plus léger, de plus frais, de plus fleuri. En même temps c'est très doux, mais ça n'a pas une légèreté comme un thé vert. Ça garde quand même la puissance et un côté très plein d'un oolong. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que autant le thé vert frais et fleuri, il est pratiquement unidimensionnel, il est tout en légèreté. Ça, ce oolong, il a un côté un petit peu paradoxal. D'un côté, il est très frais, léger, fleuri, mais d'un autre côté, au niveau du goût, il a une puissance qui, même si elle est très douce, elle est quand même là. On sent que c'est un thé avec un caractère de haute montagne, et la puissance de cet ensoleillement du matin très très intense, et ensuite de ces nuits très très fraîches, et ça donne un contraste vraiment vraiment saisissant. Vraiment délicieux, c'est d'une pureté. En plus c'est un batch unique, donc là on est sur le 5 octobre, donc on ne mélange pas des productions différentes pour équilibrer le goût. Là on est un seul jour, et c'était un jour ensoleillé, ça se sent, donc vraiment une sensation de grande pureté et d'harmonie. Voilà, j'espère que
j'aurai réussi un petit peu à vous faire partager les sensations de ce meilleur oolong, de ce oolong de la plus haute montagne actuelle de Taïwan. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre cours. Au revoir.